Iamotep Amasu Baba Kinkela, le créateur de l'Académie de la culture noire kémétique et du mouvement Kushkamit Congo. Devons-nous rentrer vraiment dans nos villages pour avoir les connaissances de nos ancêtres? Est-ce qu'on a vraiment besoin de rentrer jusque dans nos villages pour avoir toutes ces connaissances-là? Pour la question, j'essaye d'analyser la question qui a des parties essentielles. La première partie, rentrer au village. Et la deuxième partie, les connaissances. Okay? Et de ces deux parties-là, de la même question, il y a des éléments qui sautent, qui ressortent, encore, ou disons, des éléments d'où sous-question, auxquels la personne qui se pose ces deux questions doit devoir répondre. OK? Quel est l'objectif poursuivi? Parce qu'aujourd'hui, tout comme il a toujours été, on ne va nulle part quand on n'a pas un objectif, quand on n'a pas un plan. Alors, l'objectif, ce n'est pas celui de respirer, de vivre. Les objectifs, les idéaux. Parce qu'il est important d'abord fixer des idéaux. Aujourd'hui, on est dans « je vais réussir dans la vie ». C'est vague réussir dans la vie. C'est comme vouloir manger. Tout le monde veut manger. Tu veux manger quoi? Si tu veux manger du poisson, tu vas à la mer. Si tu veux manger du manioc, tu vas à la forêt. Ou dans les champs. Si tu veux manger les cochons ou je sais pas, la viande, tu vas à la chasse. Il faut d'abord un principe des idéaux. Et les idéaux sont définis par la culture. Pourquoi la culture? Parce que la culture te met dans les cadres du possible. Par exemple, tu ne peux pas vouloir aujourd'hui à Kinshasa devenir astronaute. OK? C'est incompatible avec la culture. Parce que la culture, le mot culture change des connotations de fois en fois. Quand je dis elle est incompatible avec la culture, qu'est-ce que je suis en train de dire? Dans les niveaux de développement congolais, il n'y a pas place à l'astronaute. Il n'y a pas place à l'astronaute. Des points de vue individuels, on peut dire, OK, je vais aller au Japon, mais c'est pour travailler pour les Japonais. La fourmi travaille pour les fourmis. Les loups travaillent pour les loups. Il n'y a pas un lion qui pense un jour, hein, on n'est pas dans Roi Lion où le lion va aller faire l'amitié avec Timon et Pumba pour faire leur propre famille. Ça n'existait pas. C'est une représentation. Et c'est pourquoi on parle des idées. Il faut avoir les idées claires. Parce qu'une personne qui me pose une question sans d'abord se poser les fondamentaux, c'est que moi je vois de là, il n'a pas des idées claires. Pourquoi il n'a pas les idées claires? Qu'est-ce que j'attends par ne pas avoir les idées claires? Parce qu'il ne comprend pas les cadres de développement culturel, la mission culturelle qui intéresse la région, qui intéresse les personnes vivant à cet endroit-là. Quelle est cette mission? Eh bien, toutes les jeunesses philo-religieux les disent. OK? L'aménagement des territoires, la création du cadre des vies. Alors, quels sont les métiers disponibles? Quels sont les instruments disponibles? Quelles sont les connaissances disponibles sur son propre territoire pour son aménagement? Et quel rôle on veut jouer dans cet aménagement? Parce qu'il s'agit dans un premier lieu d'aménagement. L'aménagement culturel, ou disons l'aménagement de l'environnement, se base sur l'adéquatement culturel, le niveau du savoir, la circonscription des connaissances et des outils disponibles sur l'environnement en mode de l'aménagement. Quand un aménagement est réalisé, il y a d'autres instruments qui ressortent. On va à un aménagement supérieur, il y a des instruments qui sortent. Je vais aller rapidement pour conclure. Rentrer au village. Eh bien, il faut comprendre que le monde ancien avait, ou a encore, parce que le passé est vivant. Hein, le passé est vivant. Donc, on ne peut pas dire avait, non, a. Okay? Le monde passé a un propre modèle de langage qui a été oublié.
Eh bien, c'est le langage représentatif ou figuratif. Quand on dit rentrer au village, ce n'est pas un langage direct. C'est un langage figuratif. La rentrée au village ne signifie pas que prends ton pied, pars dans ton village. La rentrée au village, je l'ai reconfigurée dans les termes ou dans le cadre de ce que le maréchal Mobutu disait, recours à l'authenticité. Le village, ce n'est pas une place. C'est un état d'être. Ok, parce qu'on s'est posé des questions, plusieurs se posent des questions, on s'est dit, on va rentrer au village, les anciens qui n'ont pas évolué par rapport aussi à la technologie, évolué par rapport à la réalité que nous vivons à l'instant, parce que le monde n'est plus comme il y a 100 ans, il y a 50 ans. On s'est demandé, mais quand on dit rentrer au village, mais est-ce qu'on va se comprendre? Même nous, avec nos grands-parents, on ne se comprend pas, il y a déjà un sérieux problème là. Mais bon, puisque vous dites que c'est un état d'esprit, c'est intéressant. Mais la même chose, on s'est demandé, avec ce qu'on appelle Tango Kinatimasa, est-ce que la spiritualité qui est donnée au village aujourd'hui, ça s'adapte aussi à cette période de l'ère du Verseau? C'est aussi vraiment la question qu'on se pose. Faisons un raisonnement, disons, elliptique, pour dire non classique. Les villages, essayons de les positionner dans le temps, les choses. Les villages africains, congolais, zaïrois, ont souffert de ce qu'on appelle la poussée immigratoire. La poussée migratoire, c'est-à-dire les jeunes ont abandonné les villages pour aller vivre dans les grandes cités, qui est une erreur incroyable. Dans tout le monde, depuis le Japon, passant par la Chine jusqu'à l'Occident, le développement est bipolaire, c'est-à-dire les gens ne se déplacent pas totalement, ok, mais créent des routes. C'est-à-dire, quelqu'un quitte son village et trouve une profession dans une ville qui est à 100 km, par exemple. Mais ils vont s'arranger pour qu'il y ait un moyen de communication. Les grandes routes, les trains, de manière à ce qu'ils peuvent aller travailler le matin, rentrer le soir, ou travailler la semaine, rentrer le week-end, ou aller travailler une période de 3 mois et rentrer toujours. Donc il n'y a pas eu une interruption. Pourquoi nous n'avons pas de routes? Parce que nous n'avons pas eu cette logique-là. Chez nous, il y a eu un abandon. Et l'exode rural qu'on voit, par exemple, les saisonniers, quand on voit en Chine, quand on arrive au mois de juin, tout le monde rentre dans leur village, les trains sont remplis partout en Europe, en France, en Belgique, ce qui se passe. Donc, ce mouvement-là ont créé une nécessité de bonnes routes et ont poussé les esprits à dire, mais pourquoi ne devons-nous pas voyager plus rapidement? Les trains, aujourd'hui, on a les TGV. Pourquoi? Parce qu'il y a cette nécessité, et cette nécessité est dictée par la culture. Nous, par contre, nous avons continué avec une méthode immigratoire sec, c'est-à-dire l'immigration sec née de l'esclavage, où vous êtes pris, porté, et vous n'avez plus de connexion. C'est ça l'esclavage. Les Noirs américains, ce qu'on appelle aujourd'hui les Noirs américains, les Noirs d'Afrique dans le temps, ont été pris, ils sont partis aux États-Unis sans possibilité de retour. Ok, non? Et c'est la même mentalité que nous avons aujourd'hui, qui naît de l'esclavagiste. Or, l'esclavagisme est un processus d'exploitation de l'homme, où l'homme ne s'enrichit pas. Un esclave s'enrichit-il? Non. Alors, continuant à fonctionner sur cette modalité-là, la possibilité d'enrichissement est faible et pratiquement zéro. Et c'est pourquoi les jeunes se retrouvent aujourd'hui à se poser la question, dois-je rentrer au village? Parce qu'il n'y a pas eu un processus d'enrichissement. Parce que si il y avait eu un processus d'enrichissement, c'est-à-dire d'adéquatement ou de circonscription culturelle, ok? Les jeunes sauraient aujourd'hui où il est. Ils ne se poseraient pas la question, mais pour ça, dois-je rentrer au village? Parce que cette question signale quelqu'un qui est confus. Dans la confusion totale. Nous avons obéi
absorber les modèles esclavagistes et coloniaux. On se déplace, on part, il n'y a pas de loin. On sert là, on part. Jusqu'à ce que cette terre-là ne soit plus possible, ne soit plus fertile, comme elle est aujourd'hui. Quand Kinshasa devient une terre infertile, on se pose la question, que doit-il faire? Mais il n'y a pas eu de développement. Il n'y a pas eu de développement sur les points personnels. Il n'y a pas eu de développement sur les points collectifs. Il n'y a pas eu de développement sur les plans régional. Et en général, on est dans cette pauvreté. Mais la pauvreté part de l'individu. La pauvreté part de la culture. Avec une culture pauvre, il n'y a pas possibilité de développement. La culture ne peut pas être développée avec de l'argent. La culture se développe à travers les temps. C'est quoi le développement de l'enrichissement ou le développement de la culture? C'est faire front aux difficultés auxquelles on apporte des réponses qui font partie à partir de ce moment-là du patrimoine culturel, des techniques, des connaissances et des possibilités. Donc, si on comprend bien, vu qu'il n'y a pas ces développements au niveau culturel, spirituel, donc on se doit vraiment de revenir à l'authenticité. Recours à l'authenticité. Ce que le maréchal Mobutu avait initié, c'était une opération d'envergure qui malheureusement s'est arrêtée, qui ne devait pas s'arrêter. C'était la solution. Recours à l'authenticité. Recours à l'authenticité ne signifie pas que tu dois partir des États-Unis et partir en Afrique. Ce que les Noirs américains font, c'est des recours à l'authenticité. C'est demander qui je suis. Qui je suis. Maintenant, il peut y avoir un concours cumulatif des connaissances pour lesquelles quelqu'un aurait besoin d'aller dans les villages, interroger ceux qui sont restés en arrière, parce qu'il faut comprendre que les villages sont des territoires qui sont restés en arrière, mais pas sur le point de vue de développement, sur le temps. Les villages sont dans le passé. Maintenant, ce qui peut se faire à ce moment-là, c'est voyager dans le temps, c'est-à-dire aller dans les villages. Ceux qui pensent que le voyage dans le temps, c'est une fantaisie, on peut voyager dans le temps. On voyage dans l'espace, on voyage aussi dans le temps. Comment? À quel degré? À quelle intensité? Ça, c'est une autre chose. Mais aujourd'hui, les villages africains sont restés en arrière dans le temps. Maintenant, les villages, en tant que définis physiquement, deviennent des endroits où l'on peut aller questionner, ressembler des éléments de connaissances, écrire et rapporter dans le temps présent, qui est la capitale, comme on peut le définir aujourd'hui. Essayer de mettre ces éléments ensemble et en faire un système de connaissances. C'est ça le recours à l'authenticité. Le recours à l'authenticité est un élément culturel et intellectuel. Ok. Il ne faut pas penser à l'exode comme nous avons fait. On a abandonné les villages, on est allé à Kinshasa. Maintenant, si on fait encore abandonner Kinshasa, non, on serait dans la même erreur. Si quelqu'un veut quitter le Kinshasa pour d'autres motifs, mieux qu'on soit, pour des besoins de travail, pour des besoins de tranquillité. Aujourd'hui, Kinshasa est étouffé. C'est une ville à détruire. Ok? Si moi je vivais à Kinshasa, je regarde Kinshasa, je dis ça c'est une ville à détruire. Je ne vais pas vivre ici. Je vais m'éloigner. Détruire pour reconstruire, si on comprend bien. Kinshasa doit pouvoir, et d'abord, il faut créer Kinshasa 2. Ok? Il faut créer Kinshasa 2, 3, 4 ou Kinshasa ABC. Qu'est-ce que j'attends par ça? Mais même s'il faudrait reconstruire, est-ce qu'on a encore des bases, les personnes qui connaissent la culture, des personnes qui peuvent amener à ce nouveau monde, ce changement, nous ramener à nos bases? Est-ce qu'il y a encore ces personnes? Parce que c'est là où on se pose des problèmes, même s'il faudrait revenir à l'authenticité. Mais qui sont là pour vraiment nous ramener à l'authenticité? On a l'impression que c'est tout le monde qui est perdu. On n'a plus de repères, même chez nous au pays. Non, les repères, il y en a. Tu sais, la poule trouve toujours des graines sur le sable aride. Ok, non?
Et la question est sur quoi on est concentré. Je te dis ceci parce que la plupart des gens aujourd'hui, où la société moderne fait que, du point de vue global, on réfléchit toujours en termes d'erreur. On veut toujours trouver ce qui ne va pas. Quand on va quelque part, on commence à trouver ce qui ne va pas. C'est aujourd'hui que c'est comme ça que les gens ont été programmés aujourd'hui. Rarement on se va, tu trouves des gens qui sont capables de trouver ce qui va. Vous arrivez, ce qu'on appelle la Renaissance. C'est quoi la Renaissance? Je vais donner l'exemple du monde, par exemple, arabe. Quand Alexandre le Grand marcha sur les terres arabes, il détruit tout ce qu'il y avait. Il détruit tout. Et là, nous parlons de la civilisation akkadienne. OK? Akkadienne babylonienne. OK? C'est ça le monde arabe ancien. La civilisation akkadienne, assyro-akkadienne, c'est lui l'attaque d'Alexandre le Grand qui détruit tout. Il s'en va, les Assyros à Babyloniens vont commencer à recueillir les restes de ce qu'il y avait pour reconstruire la culture arabe. C'est pas la culture arabe aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la pseudo-culture arabienne, c'est-à-dire la pré-islamique. Le monde arabe pré-islamique, qui va grandir jusqu'à la deuxième menace européenne, qui va pousser vers la culture islamique. Il y a des éléments qui sont là, qui peuvent aider. Mais cependant, l'œil étant entraîné par l'éducation, la pseudo-éducation occidentale, n'est pas en mesure de voir ce qui est nécessaire. Parce que l'objectif de celui qui a subi 500 années d'esclavage et puis les 70 années de colonisation change. Il n'est plus entraîné à son développement personnel. Qu'est-ce qui a fait l'esclavage? Un des éléments, les plus éléments de l'esclavage était le commerce triangulaire où l'homme noir était devenu un consommateur. Aujourd'hui, regarde les Congo, un grand pays comme le Congo avec toutes les richesses qu'il possède. Quelle est la richesse que les Congolais sont à mesure de transformer? Rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas producteurs, ils sont consommateurs. Donc, si j'ai bien compris, nous avons perdu la capacité de voir les repères. Les repères sont là, mais seulement nous avons perdu cette capacité. Absolument. Les repères sont là. Regarde, quand le marché Mobutu avait lancé les recours à l'authenticité, qu'est-ce qu'il a fallu? Ben, cela avait changé les pays. Les mentalités avaient commencé à se forger sur la capacité de production. Ce travail devait continuer. Il n'a pas été continué. Mais les repères sont là. Les repères sont là. Juste que nous sommes focalisés dans les mauvaises choses, les choses qui ne nous aident pas. Absolument. Est-ce qu'un poisson peut proliférer dans l'aquarium? Non, non. Non, pas. Il peut, dans l'océan, c'est seulement... Les Congolais ne peuvent pas se développer à l'étranger, parce qu'à l'étranger, tu es un poisson de l'aquarium. C'est ça ce qu'on appelle l'indole raciale. La race ne se définit pas sur le point de vue social, comme est le cas aujourd'hui, et qui est une erreur majeure. La race se définit sur le plan de vie fonctionnel et d'intégration environnementale. Comme je dis, les poissons prolifèrent dans l'eau libre, pas dans l'aquarium. Pourquoi? Parce que dans l'océan, dans la rivière, il existe des éléments qui favorisent son développement. Un poisson de l'aquarium reste cette taille. Pourquoi? C'est pas qu'on donne la nourriture. Ok, non? On nourrit les poissons dans l'aquarium. Mais pourquoi ne pas prendre sa taille? Parce qu'il n'est pas en présence des éléments prolificatifs qui favoriseraient
sa taille. Et ces éléments ne sont pas la nourriture. Nous appelons cela dans la haute spiritualité les impressions, qui ne sont pas présents dans un aquarium. L'environnement de prolifération naturelle, possible, dynamique, pour un noir, ça en Afrique. Parce que là se trouvent des éléments, comme je dis, les impressions, qui favorisent son développement. Et ces impressions, ce ne sont pas la nourriture, ou l'eau à boire, ou la voiture de luxe. Ce sont d'autres éléments. C'est ça la fonction de la race. D'où en est-il? En Kuchasenet. Ou bien, je voulais dire en conclusion, il n'y a pas une issue. Il n'existe aucune autre voie de sortie au-delà des recours à l'authenticité. Aucune. Regarde l'Inde. En Afrique, on n'a pas souffert. Attends, par exemple, l'Afrique n'a jamais souffert des famines. Ok? On peut dire beaucoup de choses, mais on n'a jamais souffert des famines. Il faut voir les Indiens. Les Indiens sont morts par milliers. Des famines. Mourir de faim, c'est pas comme se faire tuer. Hein. Quand on te tue, dans 2 minutes, tu es parti. Mourir de faim, avant que tu meurs, ton corps doit perdre toute les nutrition. Et ça te prend 5 mois avant de mourir. Des faim. Et les Indiens, le seul pays en Afrique qui a souffert de la famine, le seul coin en Afrique qui a souffert de la famine, c'est l'Éthiopie. C'est une période brève. Les Indiens ont souffert des famines pendant longtemps. Regarde aujourd'hui l'Inde. Il faut étudier l'Inde. Ils s'en sortent comment? L'unité culturelle. Ils ont des religions. D'une partie, l'islam, c'est leur ancestralité, d'un côté, l'hindouisme, qui est leur fond. Et leur modèle de développement, leur accoutrement, leur langue. Regardez la Chine. Les exemples sont là. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'en sortir en chaussant les chaussures d'un autre. La pseudo-mentalité occidentale, des natures coloniales et des caractéristiques esclavagistes dont est doté l'Africain jusqu'à aujourd'hui ne pourra le mener nulle part. Pourquoi? Examinons les faits très simples. Qu'est-ce que l'esclavagisme a fait de l'Africain? Un consommateur. Qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? Un consommateur. Les fouets, les maltraitements n'étaient pas en vain, ils avaient une mission. C'était un décodage, c'était une structuration, un conditionnement au consommateur. Ces conditionnements-là s'est fait entre le 14e siècle et le 18e siècle. Aujourd'hui, nous tendons au 22e siècle. Nous sommes arrivés à l'ère d'Intinama, c'est comme vous le dites, à l'ère du Verseau, on est toujours consommateur. On est toujours consommateur. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'issue à la cravate. Il n'y a pas d'issue. Parce que tu ne la fabriqueras jamais. Tu ne la fabriqueras jamais. Il n'y a pas d'issue à la veste. Tu peux les monter à ton pays, mais tous les matériels viennent de chez eux. Tu es un répétiteur de la pensée. Même sur le plan académique. Les professeurs, ce sont des répétiteurs de pensée académiques occidentales. Ils n'ont pas une autonomie de pensée. Professeur en philosophie dans l'économie, à l'université de Kinshasa. De quelle philosophie est-ce que... Philosophie. D'origine grecque. Philos, amour. Sophia, connaissance. Un philosophe, c'est quelqu'un qui est l'amour de la connaissance. De quelle connaissance?
Parce que les philosophes grecs n'ont rien à voir avec les philosophes turcs. Les philosophes chinois n'ont rien à voir avec les philosophes coréens. Quelqu'un qui va étudier, un Chinois qui va étudier en Malaisie ne s'appelle chinois pas un philosophe chinois. C'est un conditionné chinois. Même au niveau de l'amour, de la sagesse, qui est culturelle, d'origine villageoise. Parce que la sagesse, c'est le pouvoir. La sagesse, c'est ce qui permet. Ce qui permet, c'est le pouvoir. Le pouvoir naît de l'environnement, de la connaissance, de la maîtrise des 5 éléments. Les 5 éléments. Dit comment maîtriser les 5 éléments. Attention. Si vous n'avez pas les connaissances, la capacité d'irriguer l'eau jusqu'au robinet à l'intérieur de vos maisons, vous n'avez pas la maîtrise sur l'élément eau. Vous n'avez pas le pouvoir de l'eau. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir le feu dans la maison, vous n'avez pas de maîtrise sur l'élément feu. Si vous n'avez pas la possibilité de vous-même de créer des conditionnateurs d'eau, des conditionnateurs dans la maison pour vous refroidir, vous n'avez pas la maîtrise de l'élément air. Et c'est dans la culture qu'on va trouver ces modes de fonctionnement-là. Parce que j'ai dû écouter aussi d'autres de vos audios où vous dites que la culture, normalement, c'est l'élément qui nous modélise en quelque sorte, qui nous donne les modes de fonctionnement dans une communauté. La culture est un second. Avant, c'est l'environnement. Les lions existent partout, par exemple. Est-ce que vous pensez que les modalités opératives ou les manières de vivre des lions d'Isaïr est les mêmes que celui des lions, par exemple, de l'Inde? Non. Ils sont différents. Pourquoi? Parce que la culture est un habitude répétitif. La culture porte au rituel. Okay? Le rituel est une répétition d'un acte qui est sacré, réservé. Un acte sacré, quand on dit acte sacré, c'est-à-dire un acte sur lequel on fixe son intention. Mais tout naît de l'environnement. Une faible connaissance de l'environnement porte à une culture. Donc, si je vous comprends bien, c'est l'environnement qui a créé la culture. La culture, exactement. Les environnements qui créent des cultures différentes, en fait. Absolument. Pourquoi? Ce n'est pas le contraire. Non. L'environnement dicte la culture. Okay? La culture est un mot qui naît de l'agriculture. Et l'agriculture dépend du territoire, de l'environnement. Et les méthodes, parce que quand on rentre dans l'agriculture, nous avons maintenant les connaissances et méthodes agricoles. Ok? La culture aussi a des méthodes et connaissances qui sont tous dépendants de l'environnement. C'est ainsi que les cultures évoluent avec l'évolution de l'environnement. Ok? Un environnement rural a une culture différente d'un environnement urbanisé. Ainsi de suite. Okay? Donc le fait d'être né dans un environnement, automatiquement, on est doté de la culture qui nous entoure. Absolument. On est doté des aptitudes de cet environnement. Absolument. C'est comme ça qu'on doit vivre selon cette culture qui est reliée à cet environnement. Si je vous ai bien suivi. Absolument. Un animal qui perd ses sens des repères qui lui sont donnés par l'environnement meurt. Meurt. La chose la plus importante, c'est l'environnement. Est-ce que votre territoire a de l'eau? Où est le nord?
Où est le sud, où est l'est, où est l'ouest? Quelle est la partie montagneuse, rocheuse, aride? Et où est-ce qu'il pleut beaucoup? Toutes ces connaissances. Le premier niveau des connaissances, c'est la géographie. C'est la géographie qui donne, qui dicte le pas à la culture. Qui dicte le pas à la culture. Okay. Oui, parce que la culture dépend exactement de l'environnement. Parce que, admettons que la culture, ok, le climat peut changer. Un autre élément qui est lié à l'environnement, c'est le climat. Le climat peut changer. Si vous plantez du manioc dans votre territoire pendant 20 ans, et tout d'un coup, il y a des événements à niveau spatial qui arrivent, et le climat change. Vous ne plantez plus le manioc. S'il y a une inondation, vous changez. Vous comportez de manière différente. Dans le temps, il y avait altération entre travaux de menuiserie et l'agriculture. Quand il y avait les inondations, on arrêtait l'agriculture, il y a une adaptation culturelle. Et vous vous rendez compte combien est important le climat. Le climat et l'environnement dictent la culture. Et la culture façonne les personnes. Absolument. La culture façonne les personnes. Nous, on est façonnés par la culture. Nous sommes différents, même sur le même territoire, nous sommes différents par rapport à la culture qui était dépendant de combien était l'environnement et comment était le climat. Ce sont les éléments qui différencient une génération à une autre. Parce que le climat change, varie en degrés d'une génération à une autre. Et en variant les degrés, il change les éléments perceptifs de l'environnement. Et l'environnement, lui, à son tour, conditionne la culture, la manière de faire, la manière de vivre. Et cette manière de vivre impacte l'être. Et l'être doit toujours être conscient de cela et avoir une mémoire de ces différents changements dans le temps pour qu'il soit en mesure de les prévoir parce que la nature est cyclique. Ah, ok. Voilà. C'est ainsi qu'on parle de l'ère de Kintinamasi. Mais attention, l'ère de Kintinamasi correspond à des cycles évolutifs qui ont été étudiés par les Grecs, qui viennent du monde antique, entendons-nous bien là-dessus. Mais en fonction de quoi nous allons dire que nous sommes arrivés à l'ère de Kintinamasi ou à l'ère des Verseaux. Les Occidentaux ont défini une procession temporale. En fonction, la procession temporale est définie et calculée en fonction des variations. La variation du climat. Après cela, nous avons l'évolution du climat qui impacte l'environnement. L'environnement qui incite sur la culture et sur les personnes. Et nous avons un cycle de cela. On dit, nous sommes arrivés à l'époque de Kintinamasi, nous avons les inondations. L'eau est en train. Mais c'est une montre. Et ces 4 éléments ont volé ensemble. Alors, les Occidentaux sont à l'ère des Verseaux. Parce que, vous voyez les instruments qu'ils utilisent pour le climat. Après, ces climats ont impacté leur environnement. Nous avons vu comment ils ont modélé leur environnement. OK? De l'environnement, nous avons vu comment leurs cultures se sont évoluées. Et ils sont prêts maintenant. Rentrons dans un environnement de Kinshasa. OK? Où on a complètement détaché de la réalité culturelle. On s'est détaché de l'environnement culturel. L'environnement culturel qui n'est plus conditionné par l'environnement. L'environnement qui n'a plus aucun contact avec le climat, les connaissances du climat. Comment pouvons-nous dire que nous sommes arrivés à l'ère de Kintinamasi, à l'ère des Verseaux? La planète peut-être oui. La Terre peut-être oui, parce que nous voyons maintenant les inondations de Kinshasa, qui sont un signe prophétique de l'ère des Verseaux. Mais les peuples n'ont été conditionnés ni par le climat, le changement climatique, ni par leur environnement, ni par leur culture. Ils sont complètement décalés.
sont complètement décalés. Donc il y a décalage d'adaptation. Absolument. On comprend bien que ça veut dire qu'un enfant qui naît aujourd'hui, c'est des vrais d'aller voir les anciens et apprendre des anciens afin de garder la mémoire. Et Non, non, pas un enfant qui est né aujourd'hui devait aller, ça serait recours à l'authenticité, ça signifie aller fouiller dans tous les sens. Aller fouiller les informations sur le plan, aller voir les anciens parler, ok? Mais aussi consulter les sciences. oui, mais quand on dit un enfant qui naît aujourd'hui, cela veut dire qu'il naît dans un environnement où les grands-parents et les anciens devraient garder les informations pour la génération future. Et on voit que chez nous, ça n'a pas été fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes, avec tout ce que vous dites, ça veut dire qu'on doit se chercher, aller chercher ces informations, même au-delà de notre pays, peut-être parfois, alors que sur les lieux, ceux qui sont passés avant nous n'ont pas fait ce travail-là. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être refaire toute la chose. Parce que ceux qui sont devant nous ne nous ont pas laissé des informations des informations enrichies par rapport à notre région, à notre milieu. On n'en sait rien dessus. C'est comme ça que je dis un enfant qui naît aujourd'hui, c'est devrait de rentrer auprès des âgés, des anciens, et demander comment telle chose fonctionne, apprendre de ce qui était passé, afin de préparer aussi sa vie ou même son futur et pour les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce qu'on ne trouve pas ces informations. Et donc, même si on va rentrer à l'authenticité, ça devient quelque chose de très difficile et on se doit de se chercher soi-même. Ou encore, on se doit de revoir l'environnement par rapport au présent comme on est pour s'adapter. Comment, selon toi, tu penses que les métiers que tu trouves en Europe sont nés? Photographe, géographe, vignier, tous ces genres de métiers que tu trouves. Nous sommes restés modèles traditionnels. Préliminaires, je dirais. Avocat, médecin, mécanicien, et pilote. C'est ça les métiers qu'on a chez nous encore. Ok, non? Et ma réalité, quand tu vas en Occident, il y a énormément de métiers. Énormément de métiers. Des métiers dont tu n'as jamais entendu fait nominer. Comme j'ai dit, nous avons été conditionnés par l'esclavagisme qui est dicté par la recherche des ressources pour subvenir à ses propres besoins. Elle n'a pas été dictée par les besoins du développement. Jeunesse, pour ceux qui ont eu la possibilité, la chance de lire la Bible, la jeunesse commence par l'aménagement du territoire. Quand on dit la jeunesse, Jéhovah Bara, Elohim Bara, c'est ce qui est écrit dans les Talmud, okay? Qui est traduit par Dieu à créer. Non. Elohim Bara signifie que les dieux ont transformé. Avant d'arriver dans Elohim Bara, la Genèse dit « Et l'Esprit de Dieu flotta sur les eaux ». Tu peux comprendre qu'est-ce que cela signifie, l'Esprit de Dieu flotta sur les eaux? Raisonner. Essaye de raisonner. Tu ne trouves pas que ton esprit est en train de flotter sur les eaux? Ok. C'est pas ça que tu trouves dans l'esprit. Exactement. L'Esprit de Dieu est en train de raisonner. Comment construire? Et c'est de ces raisonnements-là qu'est née la science, ou la possibilité, ou la raison de créer les animaux, les oiseaux, la lumière. La lumière, parce que les arbres doivent grandir par la lumière. La Bible décrit cela comme des actions magiques. Elles n'ont pas été des actions magiques, ce sont des aménagements. Des travaux qui ont pris beaucoup de temps. Les Elohim ont construit la terre, ce n'était pas sur 7 jours, un temps long. C'était du travail. Et c'est la culture qui nous manque. La culture du travail est réaliser que tu ne dois jamais penser en termes « je dois me trouver ».
je dois construire mon territoire. Parce que le rôle de te nourrir, c'est le rôle du territoire. C'est le territoire qui va te donner une place. Si le territoire n'est pas construit, ne peut rien te donner, et tu peux te chercher autant que tu veux, tu ne trouveras rien. L'agriculteur, c'est très bien qu'il est nourri par son champ. C'est pas ça. Oui. L'agriculteur est nourri par son champ. Mais d'abord, il doit cultiver son champ, avant que les champs le nourrissent. Tu dis les jeunes, mais aujourd'hui, il y a, quand nous avons dit, quand nous avons commencé à parler, les jeunes qui doivent aller voir parlons, un villageois ou un grand-père, ça ne doit pas être quelque chose d'individuel. C'est une mission pour le territoire. Et à ce terme, il est un chercheur. Un chercheur qui va aller consulter les annales historiques, écrire ses recherches et les publier. Les mettre dans une bibliothèque et ça se devient son champ et un métier. Et c'est de ça qu'il va se nourrir. C'est lui qui va aller se le faire sur les points de vue agricoles. Comment vous cultivez, comment vous respectez les saisons. Il ne doit pas les faire en tant qu'individu. Il est un chercheur. Pour la communauté, pour les autres. Il va écrire, publier, et son champ va les nourrir. C'est comme ça que naissent les métiers. C'est comme ça que la Renaissance arabe a été réalisée. C'est comme ça que la Renaissance... Et c'est lui qui est un chercheur philosophique, va aller apprendre les concepts, les mettre ensemble, les écrire, les publier, les mettre devant. Nous avons eu des travaux qui ont été déjà commencés, mais notre attention a été détournée. Le Morantsemi a fait un grand travail là-dessus. Du point de vue, par exemple, scientifico-linguistique. OK? On peut être membre du mouvement Boudoudia Congo, oui ou non. C'est un choix personnel, dicté par plusieurs choses. Mais ne pas avoir lu le Morantsemi, c'est une erreur culturelle. Sommes-nous tous d'accord avec tous les livres que nous avons lus? Non, mais nous les avons lus et quand bien même nous ne sommes pas d'accord avec cela, ça fait partie d'un patrimoine de connaissances et de possibilités. Alors, quelqu'un qui me dit qu'il se cherche en tant que jeune Congolais, je ne te demande pas d'avoir fréquenté les ICO. Je te demande, a-t-il lu le Morantsemi? Non. On n'est pas sur le bon chemin. On n'est pas sur le bon chemin. On n'est pas sur le bon chemin. Commencez d'abord à aller prendre le livre de Morantsemi et lisez. Et vous aurez fait un pas. Je ne vous demande pas d'être Boudoudia Congo. Je ne vous demande pas d'être un fanatique religieux parce que comme ça, ils sont accusés. Je vous demande d'être un noir. Et de comprendre la relation qu'il existe entre l'environnement, la culture et votre propre développement, votre propre existence. C'est le point fondamental. Pour Nietzsche. En coup de